Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous, c'est un lieu d'enjeux multiples, espace de transit, espace occupé, territoire convoité. Le Sahara, ce désert quadrillé par des États-nations issus des indépendances des années 1960 est actuellement parcelisé. Ici, c'est un jeu de puissance au regard des intérêts de cet espace. Des puissances qui ne sont nécessairement pas africaines. On pense naturellement à l'Espagne. Comment comprendre ce conflit? Quelle paix pour un Sahara occidental ou Sahara marocain? Sahara de tous les enjeux. C'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et enjeux. On en parle. On en parle avec le docteur Alphonse Ozime, historien, auteur du livre intitulé Le Sahara marocain, contours polémologiques et perspectives irénologiques aux éditions Afrédite. Il répond aux questions de Ferdinand Polenoka. Docteur Alphonse Ozime Tame Kamka, vous êtes camerounais. On est quand même un peu surpris de savoir que vous avez pris un champ d'études qui concerne le Sahara marocain. Cette question qui semble pas être très bien connue dans l'Afrique au sud du Sahara. Je dois dire en fait qu'en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire africain, je me suis, au-delà de mes travaux de doctorat, posé la question de savoir en réalité quels peuvent être les éléments qui justifient le retard économique de l'Afrique. Et dont l'un des principaux déterminants, bien évidemment, c'est les conflits et les crises. Et donc, j'ai essayé d'en faire, à travers un algorithme simple, quels peuvent être donc les principaux conflits ou les différends en cours en Afrique. Et je me suis aperçu en réalité que la crise autour le différend, disons-le comme ça, autour du Sahara est l'un des plus vieux parce qu'il date de 1975. Et c'est l'un des différends qui, de mon point de vue, mobilise, j'allais dire, les experts, mais parfois des experts qui sont peu avertis sur la question. Et puis, je me suis également rendu compte qu'il y a beaucoup d'idées reçues au sujet de cette question. Et je me suis dit qu'il était important aujourd'hui de révéler cette question, à la fois au public et à l'opinion publique, et même à l'opinion privée africaine, mais également à l'opinion internationale. Donc, c'est une question fondamentale au regard de la volonté de certaines parties prenantes de manipuler l'histoire et puis de construire, j'allais dire, des arguties qui permet justement de justifier un conflit qui, de mon point de vue, est très coûteux, ce différend qui est très coûteux pour les parties prenantes, pour le Maroc en l'occurrence, et puis naturellement pour le pays hôte des camps de Tindouf. Donc c'est important d'en parler. En des termes très simples, en quoi consiste le différend autour du Sahara marocain ou du Sahara occidental? Vous ferez sans doute la nuance entre les deux appellations que je viens de donner. Bien. Il faut le dire, pour l'Union africaine ou bien pour les Nations Unies, il parle du Sahara occidental. Mais moi, je conteste justement dans mon ouvrage cette appellation. Parce qu'en réalité, lorsqu'on revisite justement dans l'ensemble des résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'en 1970, on ne comprend pas pourquoi on est donc passé du Sahara espagnol au Sahara occidental. Mais je tiens à préciser qu'en réalité, le Sahara c'est cet espace qui s'étend dans l'océan Atlantique jusqu'à la mer Méditerranée. Donc il y a un Sahara marocain, Sahara algérien, Sahara mauritanien, Sahara égyptien, Sahara tchadien, etc., etc. Donc, le Sahara dont il est question ici, c'est les deux régions méridionales du Maroc. Bien. Donc, il s'agit justement donc d'un conflit artificiel, je précise très bien, qui est né de la volonté de certains pays d'attenter à l'intégrité territoriale du Maroc par le financement d'un mouvement indépendantiste qu'on appelle le pôle sahraoui qui a été créé de toutes pièces en 1975, même s'il faut préciser en réalité que c'était un mouvement qui a été créé à Rabat, essentiellement donc par la jeune élite estudiantine sahraoui, dont des habitants du sud du Maroc, qui demandait instamment le départ des Espagnols qui étaient justement basés dans la partie sud du Maroc. Et donc, on ne sait pas comment, par quelle alchimie, est-ce que ce mouvement indépendantiste qui était un mouvement nationaliste, qui défendait justement dans l'intégrité territoriale du Maroc, en est arrivé à se transformer dans un mouvement indépendantiste. Donc, en un mot, c'est un conflit qui se justifie donc par la volonté de certains pays ou d'un pays de vouloir donc nuire à l'intégrité territoriale et à la stabilité sociopolitique du Maroc. Quelles sont
les parties prenantes dans cette affaire du Sahara marocain et quels sont les enjeux qui sont autour de ces parties, si tant est bien qu'on se souvient qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Comment est-ce que la géopolitique internationale joue en faveur ou contre les protagonistes qui parfois à un moment donné cessent de se parler? Merci. Il faut déjà dire en fait que la réaction du Maroc doit être justifiée. Doit être justifié, je le dis, parce qu'en réalité, n'oublions pas en réalité que l'OUA dans sa forme dans laquelle elle existait, et aussi l'émanation des idées lumineuses, à la fois du roi Mohamed V, mais également du roi Hassan II. N'oublions pas en réalité qu'en janvier 1971, il y a eu donc la réunion de Casablanca, qui a donc jeté les bases du panafricanisme en Afrique. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, à un moment donné, le roi Hassan II n'a pas supporté le fait que, ayant été un théoricien, un idéologue du panafricanisme, que certains dirigeants en soi arrivaient donc à manipuler justement certaines dispositions de la charte de l'OUA, notamment les articles 17 et 18, pour finalement admettre donc au sein de l'OUA la pseudo-race. Quel était le contenu des articles 17 et 18? Bien, l'article 17 de la charte de l'OUA stipule qu'en réalité peut faire partie de l'OUA tout État souverain et indépendant. Mais on a affaire là, d'abord un mouvement politique qui est le Polisario qui est créé en 1975, mais qui 2 ans plus tard va donc créer une entité fictive, une pseudo-république, à savoir la République arabe saoudite démocratique, qui n'existe que dans la mallette de certaines personnes, et que cette entité fictive en soit être admise en 1984 comme membre de l'OUA. C'était une méprise de trop au regard de la manipulation justement des règles de droit par le secrétaire général de l'OUA de l'époque, Edem Kodjo, etc., etc. Donc c'est pour dire en réalité que c'est ce qui justifie le fait que le Maroc ait choisi, à juste titre, de quitter donc l'instance panafricaine parce qu'il ne pouvait pas siéger aux côtés justement d'une entité fictive. Revenant doucement au parti en présence, je pense qu'en réalité, on peut donc catégoriser. Le Maroc est la première partie prenante et l'Algérie la seconde partie prenante. Et puis il y a donc la deuxième catégorie qui sont justement, j'allais dire, des acteurs peut-être subsidiaires. Et ces acteurs subsidiaires-là, il y a le Polisario naturellement qui a installé sa base donc, à Tindouf. Tindouf, c'est une localité au sud-est de l'Algérie. Mais c'est également l'Espagne qui à un moment donné a joué un rôle, j'allais dire pas suffisamment clair, même si aujourd'hui on peut se féliciter du fait que depuis 2 ans aujourd'hui, avec justement le nouveau gouvernement espagnol, il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés et qui contribuent donc justement à confirmer la marocanité du Sahara. Donc je dis bien, il y a donc des acteurs primordiaux et des acteurs subsidiaires. Donc il y a le Maroc d'une part et l'Algérie, même si l'Algérie ne veut pas reconnaître justement qu'elle fait partie prenante. Alors que si on consulte justement donc, les 30-40 dernières résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant justement l'affaire du Sahara, on se rend donc compte qu'en réalité, l'Algérie est nommément citée pratiquement dans tous les paragraphes. Donc c'est pour dire que l'Algérie, même si elle ne se reconnaît pas comme telle, est bien une partie prenante à ce différend. Et ça, l'ONU le reconnaît. Alors, qu'est-ce que l'Espagne vient faire dans une affaire afro-africaine? L'ONU parle de l'Espagne. Lorsqu'on revisite dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 1958, et bien évidemment, l'ONU parle de l'Espagne comme étant la puissance administrante. Parce que là, une grande partie de la partie sud du Maroc a été administrée, on appelle généralement le Rio de Oro, a été administré donc par l'Espagne. Et je précise qu'en réalité, l'Espagne n'avait pas que le Rio de Oro en Espagne, dans le Sahara. Il y avait donc Tarfaya, il y avait Sidi Ifni, qui justement était rétrocédé à la demande pressante justement du roi Mohamed V, lorsque le Maroc recouvre sa souveraineté en 1956. Alors la question qu'on se pose, c'est celle de savoir pourquoi Tifni, qui était sous occupation espagnole, avait été rétrocédé au Maroc lorsqu'il recouvre son indépendance. Pourquoi Tarfaya a été rétrocédé au Maroc et pourquoi pas la partie sud du Maroc? Et donc, naturellement, et je dois préciser en réalité qu'il y a eu un certain nombre d'accords entre à la fois la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, notamment donc justement un certain nombre d'accords, notamment dans le traité de Madrid, le traité tripartite de Madrid, par lequel donc justement l'Espagne avait donc décidé de rétrocéder, comme il était donc justement de droit, la partie sud du Maroc, donc à Rabat. Votre livre, vous l'avez sous-titré Contours polémologiques et perspectives irénologiques. Donc, vous n'avez pas simplement voulu voir les contours de la guerre,
vous avez également voulu voir les contours de la paix. Alors, dans l'organisation de la paix ou dans la recherche de la paix, nous avons des organismes qui se sont dédiés à cette tâche. Nous avons par exemple l'ONU, nous avons l'OEA. Alors, commençons par l'ONU. Quel est, d'après vous, le rôle que l'ONU joue dans le règlement de ce différend, si tant est-il qu'il veut vraiment régler ce différend? Le rôle de l'ONU est primordial dans ce différend artificiel parce que l'ONU, en réalité, c'est l'instance internationale qui est chargée justement de veiller à la paix et à la stabilité internationale. Et donc, de ce point de vue, le rôle de l'ONU est, j'allais dire, important. D'autant que s'il faut partir justement d'un certain nombre d'actions menées par l'ONU, on peut peut-être évoquer la MINURSO qui a été créée en 1991, même si aujourd'hui je fais partie de ceux qui contestent justement la possibilité de l'organisation des référendums. La possibilité de l'organisation des référendums au Sahara marocain. C'est important, même si justement nous savons que c'est une idée lumineuse du Maroc qui date justement de 1974, à l'effet donc de suggérer justement qu'il y ait un référendum. Donc l'idée du référendum doit être oubliée. Voilà. Et d'ailleurs même, lorsqu'on visite les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies des 15 dernières années, aucune de ces résolutions ne fait référence justement donc au référendum. Maintenant, l'ONU joue un rôle fondamental parce qu'il faut donc préciser que depuis 2000-2001, l'ONU a donc demandé aux parties prenantes de parvenir à une solution politique consensuelle qui puisse permettre qu'on aboutisse à une paix durable. Et c'est dans ce cadre-là, justement, c'est-à-dire que sous l'instigation de l'ONU, que le Royaume du Maroc a donc élaboré, justement, un programme qu'on appelle donc l'initiative marocaine pour l'autonomie de la région du Sahara, parce que c'est justement du Sahara. Dans un mot, le Maroc a donc proposé, justement, une autonomie plus renforcée donc pour les deux régions les plus méridionales, qu'on appelle Sahara marocain, donc une autonomie plus renforcée. Et je dois préciser, arrêter que cette initiative marocaine, ou bien ce projet marocain, cette vision marocaine, a été donc proposée au secrétaire général de l'ONU en 2007. Et si vous regardez donc la totalité des résolutions de l'ONU concernant donc, le problème du Sahara marocain, naturellement, donc, ces résolutions font référence justement donc, à la proposition marocaine pour l'autonomie du Sahara. Donc, je pense que c'est une perspective irrénologique, sérieuse et crédible. Donc c'est une solution politique consensuelle parce qu'il faut préciser que l'initiative marocaine est l'émanation d'une consultation de tous les Marocains du Maroc et d'ailleurs. Donc c'est à l'issue de ces consultations que les autres autorités marocaines ont donc conçu cette initiative qui est déjà mise en application justement au sud du Maroc, enfin dans les deux régions les plus méridionales du Maroc. Donc c'est pour dire qu'arrêter, l'ONU joue un rôle fondamental. D'ailleurs, l'ONU est reconnue comme telle, comme étant la seule instance habilitée à connaître de ce différend artificiel. Et naturellement, le représentant non spécial du secrétaire général donc au Sahara rend donc compte dans le cadre justement de son travail, dans le cadre de ses missions de terrain, rend donc compte justement au secrétaire général des Nations Unies et puis naturellement fait des déclarations généralement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez dit tout à l'heure que ce problème est né de nulle part. Il y a eu le Polisario qui demandait à l'époque la libération de cette partie du territoire en tant que Marocain. Et puis, brusquement, on ne sait pas comment est-ce que ce problème s'est transformé en une création d'un État. Est-ce que il n'est pas possible de voir en cette démarche peut-être le fait que ceux qui étaient au sud du Maroc, c'est-à-dire dans la partie la plus désertique, se sentaient... Est-ce qu'il n'est pas possible qu'ils ne se soient pas sentis lésés par la gestion de Rabat et se sont dit peut-être... conformément aux problèmes de décentralisation, de régionalisation qu'on observe beaucoup dans le monde, qu'il était peut-être mieux qu'eux-mêmes ils prennent la gestion de leurs affaires quotidiennes en main. Qu'est-ce que vous pensez de cette grille de lecture que certains ont souvent prônée ou clamée? Je pense que l'essentiel pour les autorités aujourd'hui, c'est même ça pour les gouvernants, c'est justement d'être à l'écoute de la demande sociale. C'est possible d'arrêter. Mais n'oublions pas aussi que là, le Maroc, justement, donc, entre 70 et 80, justement, a connu un certain nombre de sécheresses
qui a eu justement un impact sur la production agricole, naturellement, non sur le développement économique. Mais ce que je peux dire, c'est que là, en réalité, depuis 20 ans aujourd'hui, les efforts des autorités de Rabat sont essentiellement concentrés sur le développement de la partie sud du Maroc. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la régionalisation. Je dois dire qu'il y a un programme de régionalisation avancée du Sahara, à travers naturellement donc, un programme qu'on appelle donc le document justement donc pour le modèle de développement économique du sud du Maroc. Et je peux vous dire en réalité qu'il y a un certain nombre d'infrastructures. Pour preuve, il y a justement un très grand port, le port de Dakhla Atlantique, qui est en cours de construction justement dans la partie sud du Maroc, et sera justement le plus grand port africain après le port de Tangemed. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées dans l'optique justement donc, de viabiliser la partie sud du Maroc. Je crois qu'en réalité, et c'est pour cette raison qu'en fait, il faut le dire, la revendication indépendantiste n'est pas l'émanation justement de toutes les populations du sud du Maroc. Ce n'est pas tous les Sahraouis qui revendiquent justement cela. C'est juste quelques personnes qui sont justement prises en otage dans les camps de Tindouf, que j'appelle les captifs des camps de Tindouf. Ce sont eux donc qui sont dans cette revendication, naturellement aidés donc par le pays hôte. Donc c'est pour dire qu'en réalité, oui, il y a des contingences. Il y a des contingences, mais je peux vous dire en réalité qu'il y a un certain nombre d'actions, un certain nombre de programmes de développement à travers l'Agence du Sud qui existe, qui est justement un organisme qui a été donc créé spécialement donc pour investir et puis pour transformer le sud du Maroc, dans les deux régions les plus au sud du Maroc. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a un ensemble d'actions qui sont menées depuis bientôt 20 ans, et de telle sorte que si vous arrivez par exemple que ce soit là, Ionou, à Dakhla, vous aurez de la peine à croire que vous êtes en plein désert. Vous voyez un peu. Donc il y a un ensemble d'infrastructures qui sont créées, des routes. Et qui sont construites par l'État du Maroc. Naturellement, par Rabat. Par le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc. Parce que là, ce qu'il faut préciser, c'est que là, justement, la souveraineté du Maroc sur son Sahara n'est aucunement contestée. Si oui, uniquement par ceux qui vivent à Tindouf. En tout cas, même pas par tous les captifs, c'est-à-dire par tous ceux qui disent être dans les commandants des camps de Tindouf. Et l'OUA dans ça, ou alors l'UA, comme nous sommes déjà en plein dans l'UA aujourd'hui, toujours est-il qu'il serait difficile de dissocier les deux, tant l'un a commencé et puis l'autre prend le relais. Quelles sont les actions de l'UA dans la résolution de ces différents... Je note dans cette question que le Maroc a quand même fait son retour à l'UA, et ce qui peut peut-être expliquer ou bien peut-être justifier que de ce côté-là aussi, on ne se tourne pas les pouces. Bien, je pense que l'organisation de l'unité africaine s'est auto-exclue dans la gestion de ce conflit, en choisissant par elle-même, à l'époque donc, de violer ses propres dispositions textuelles. Je l'ai dit tout à l'heure. L'admission justement de la pseudo-RAST en 1984 a été en violation totale des dispositions des articles 17 et 18 de la charte de l'OUA. Et Dem Kodjo ne la lisait pas bien, cette charte. Et Dem Kodjo, il est quand même reconnu, non pas comme un moins que rien dans la compréhension des problèmes internationaux. C'est quand même quelqu'un qui a eu de très hautes fonctions. Il a géré des dossiers tellement délicats. Quand vous dites que l'OUA à l'époque, l'UA aujourd'hui s'est auto-exclu, on peut se poser la question de savoir, est-ce que ces gens n'étaient pas au fait d'un certain nombre d'éléments? Allons voir en réalité comment est-ce que Dem Kodjo est parti du secrétariat général de l'OUA et quel a été donc son avenir politique ou bien sa carrière professionnelle après justement donc cette forfaiture. Je crois en réalité, vous êtes d'accord avec moi, qu'en réalité par la suite justement sa carrière s'est arrêtée là. Donc je crois peut-être que là lui il était probablement aux ordres. Quand on voit la méthodologie que le Royaume du Maroc a utilisée ou utilise pour ramener le Sahara occidental ou Sahara marocain, selon ce que vous voulez, dans le territoire national. Et quand on voit à peu près ce qui se passe ici au Cameroun avec la crise dite anglophone, n'avez-vous pas le sentiment, ou alors est-ce que vous pouvez partir de la méthodologie que vous avez observée au Maroc pour essayer de faire une forme de proposition au Cameroun pour qu'on puisse nous aussi résoudre le problème que nous avons?
Je pense en réalité qu'il faut s'inspirer, comme vous le dites très bien, de la méthodologie du Maroc qui est essentiellement axée sur la gouvernance participative. Nous avons pas de la régionalisation avancée pour les régions du sud du Maroc. Et naturellement, je voudrais vous dire qu'en réalité, l'ambition justement des autorités du Maroc, c'est de faire du Sahara marocain un hub économique continental, dans le cadre justement de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, si vous parcourez, ou bien si vous revisitez dans le discours du 6 novembre 2023 du roi Mohamed VI, discours commémoratif justement de la marche verte, il est clairement indiqué dans ce discours-là que l'ambition la plus diligente du Maroc, donc, c'est de faire de l'Atlantique africaine justement donc une zone économique de libre-échange. Et donc c'est pour dire qu'en réalité, le Cameroun, au regard justement donc du mouvement séparatiste qui, j'allais dire, traverse le landerneau politique depuis quelques années, devrait pouvoir s'inspirer justement du modèle marocain, qui était un modèle, j'allais dire, de déconcentration, de décentralisation, mais surtout de régionalisation avancée. Il faut donc que l'épicentre qui Yaoundé se dessaisisse justement dans un certain nombre de prérogatives au bénéfice donc justement des régions, au bénéfice donc de certaines structures locales. Je pense qu'en réalité, les gens ont besoin de savoir en fait qu'ils participent de façon directe à la prise de décision et à la gestion quotidienne de leur société, de leur région. Et le Maroc, justement, s'agissant donc du modèle économique et puis naturellement de la régionalisation avancée, au regard bien évidemment donc des dispositions du projet marocain de l'autonomie du Sahara, prouve à suffire en réalité qu'il est important aujourd'hui. Peut-être pas forcément que le Cameroun adopte, j'allais dire, une reconfiguration de type fédéral, mais peut-être aussi de type peut-être régional avec un peu plus de pouvoir aux structures locales décentralisées. Je pense que de la sorte, en fait, éventuellement, on peut certainement envisager des lieux d'espoir dans le moyen terme concernant justement la question anglophone au Cameroun. Avant de sortir finalement de cette émission, vous parlez du Maroc et de cette affaire tellement bien, comme si vous étiez vous-même un Marocain, pardon, et on peut se poser la question de savoir finalement, est-ce que vous n'êtes pas un homme de réseau, est-ce que finalement vous n'êtes pas un homme du pouvoir au Maroc? Tout historien et toute université est un homme de pouvoir. Parce que là, arrêter la science confère le pouvoir. La science, c'est le pouvoir. Et je voudrais donc préciser que là, le Maroc et le Cameroun sont liés par l'histoire. N'oublions pas qu'en réalité, les coups d'Agadir et de Tanger au Maroc ont une influence au Cameroun. Et on en a parlé durant justement les assises justement de ce 6e congrès. Donc c'est normal que tout Camerounais puisse donc s'intéresser au Maroc. Et c'est donc dans ce cadre justement qu'il m'a paru important donc, de travailler sur cette question, qui est une question importante, parce qu'en réalité c'est une question finalement africaine. Docteur Alphonse Zonzime Tamé Kamka, merci. Alphonse Zonzime, historien, auteur du livre intitulé « Le Sahara marocain, contours polémologiques et perspectives irénologiques » aux éditions Afridi. Il répondait aux questions de Ferdinand Polenoka, qui nous disons grandement merci. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.